temps. On va démarrer du coup ce webinaire. Donc, moi, je me présente, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de Culture Co. Culture Co, c'est un réseau national qui, du coup, fédère des conseils départementaux et des agences culturelles départementales à l'échelle nationale. On a cofondé avec deux autres entités, le Bureau des possibles et Villes Innovation, un laboratoire qui s'appelle le LUCAS. Le LUCAS, ça veut dire Laboratoire d'usage culture, art, société. Et du coup, on propose ce webinaire ce matin en partenariat avec la communauté de communes du Mont des Avaloirs dans le cadre de la recherche-action en cours pour la mise à jour du projet culturel de territoire. Je salue d'ailleurs Clémence Hay, présente avec nous, ainsi que son équipe. Du coup, Clémence est responsable culture de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. Donc, on est sur un temps de rencontre national ce matin, puisqu'on va proposer ce webinaire à partir de thématiques identifiées sur le territoire de la communauté de communes. C'est un temps qui s'adresse bien sûr aux acteurs de ce territoire, qui s'adresse aussi aux autres communautés d'acteurs Lucas qu'on a pu accompagner ces dernières années et actuellement. Et ça s'adresse bien sûr aussi à nos adhérents et à nos partenaires. L'objectif de cette rencontre ce matin, c'est partager un projet, une pratique, s'inspirer et probablement aussi favoriser l'interconnaissance. On est du coup sur une thématique ce matin, donc on a intitulé ce webinaire « La force d'une médiathèque troisième lieu en milieu rural » avec du coup Sarah Mamad de Beauregard qui est responsable de la médiathèque L'Arc-en-Ciel à Landujan. Avant toute chose, du coup, quelques mots sur le pourquoi de ce webinaire. Donc, je vous l'ai dit, on accompagne la communauté de communes du Mont des Avaloirs dans le cadre de son projet culturel de territoire. Donc, c'est vraiment un projet en conduite accompagnée, puisqu'on est sur ce mode-là avec le Lucas. Donc, la communauté de communes du Mont des Avaloirs, c'est une Comcom qui est une Comcom rurale, hein, située au nord de la Mayenne, avec un peu plus de 15 000 habitants. On sait que le département de la Mayenne mène une politique très volontariste sur la question de la coopération culturelle avec les intercommunalités, et depuis bien longtemps. La politique culturelle du coup intercommunale à l'échelle du Mont des Avaloirs, elle est structurée autour de trois pôles: la diffusion avec une saison culturelle intercommunale, les enseignements artistiques avec une école intercommunale et un réseau de lecture publique également intercommunal. Alors, du point de vue d'une conception des politiques culturelles fondée sur ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, on observe que l'action de la communauté de communes est relativement exemplaire. En gros, les services culturels sont disponibles pour la population à l'échelle du territoire. Pour autant, le diagnostic qu'on a pu mener ces derniers mois avec la communauté de communes, puisqu'on a fait ça de manière concertée, révèle plusieurs enjeux. D'une part, un enjeu de modernisation et d'ouverture des équipements culturels existants qu'on vient de citer. La majorité des personnes que nous avons pu rencontrer évoquent une forme de vétusté des équipements existants, voire l'absence d'équipements culturels dits structurants. Certains d'entre eux évoquent aussi le besoin de mieux organiser la coopération avec les acteurs culturels du territoire. L'autre enjeu serait finalement de mieux connecter l'action culturelle de la communauté de communes, de son réseau de lieux, aux pratiques artistiques et culturelles des acteurs associatifs d'une part, on vient de le dire, mais aussi et surtout aux pratiques culturelles des habitants. Si l'on en croit les acteurs interviewés sur cette question, on observe une faible implication finalement des usagers et des associations culturelles locales dans l'action culturelle de la communauté de communes, voire une forme de déconnexion avec finalement la vie des gens ordinaires. Ce sont des mots qu'on a pu poser dans le diagnostic. Alors, ces deux enjeux résonnent particulièrement avec le projet de la médiathèque de Landujan. La médiathèque de Landujan, elle est située en Ille-et-Vilaine, donc dans le département 35, que nous avons décidé de vous présenter ce matin. C'est un projet, je le dis, qu'on a pu repérer avec la complicité notamment de la bibliothèque départementale de Mayenne et que je retiens à remercier chaleureusement ce matin par ailleurs. Alors, cette médiathèque tiers-lieu, elle est implantée dans une commune de moins de 1000 habitants. Et en fait, nous, il nous a paru vraiment important de pouvoir mettre en avant un caractère spécifique de cette médiathèque, puisqu'elle a su tisser un lien fort avec la population de son village, on va le voir tout à l'heure, avec l'appui d'une équipe de bénévoles très dynamique, et ce, à la faveur de plusieurs leviers. La question de l'accueil, on va le voir, la question de la coproduction, finalement, de l'action culturelle à l'échelle de ce territoire, la coopération, l'accessibilité. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Sarah Mamad de Beauregard donc pour une présentation de la médiathèque, sa genèse, son projet. Donc, c'est une intervention qui va durer une petite vingtaine de minutes avec un support qui va être diffusé. À l'issue de cette première séquence, on aura un temps d'échange d'une quinzaine de minutes. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure.
On aura ce temps interactif tout à l'heure. Ensuite, Sarah nous proposera un focus sur 2 enjeux clés, la question de l'accessibilité et celui du maillage territorial pendant une petite vingtaine de minutes. Ce sera l'occasion ici de faire un zoom du coup sur 2 projets menés par la médiathèque, un projet numérique à destination des seniors et un projet plus social sur la question de l'accompagnement à l'accès aux droits avec des aidants. Et on aura à nouveau un temps d'échange avec vos questions. Et on clôturera ce webinaire en laissant la parole à Clémence Hay, responsable culture à la communauté de communes. Voilà, j'en ai fini avec ce temps d'introduction. Sarah, si c'est bon pour vous, je vais vous laisser du coup partager votre écran et prendre la suite. Bonjour, moi je suis Sarah Mamad de Beauregard, je travaille à la médiathèque de l'Indulgent, qui est en Ille-et-Vilaine, dans le 35. Je vais vous présenter en bref la médiathèque, sachant que Cédric a déjà dit pas mal de petites choses. Donc, petite commune de moins de 1000 habitants, doit être, ça dépend des années, entre 920 et 950 habitants. On a très peu de commerce, on a un bar-tabac, et puis c'est tout. Donc, pas de lieu de rassemblement. On n'a pas d'antécédents lecture non plus sur la commune, pas de bibliothèque municipale initiale, hein, pas de bibliothèque associative, pas de point lecture, donc rien qui a un attrait en fait avec la culture, sauf peut-être une association qui a existé à un moment donné mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis on n'a pas de réseau. Ça je vous le précise parce que je crois que vous êtes nombreux à avoir des réseaux, mais ça vient, on y travaille, ça devrait arriver pour septembre 2024 je pense, si tout va bien, ou octobre. Donc, il y a un gros travail qui se fait autour de ça et donc la médiathèque va s'inclure dans ce projet-là. Et le constat, c'est qu'on n'a pas de lieu culturel, on n'a pas de lieu fédérateur et créateur de liens. Donc, les habitants se retrouvent vraiment dans une commune dite dortoir, avec peu d'options, on va dire. Pour faire quelque chose, il faut partir, prendre la voiture, aller à Rennes, faire 40 km à chaque fois, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on s'est dit, enfin ils se sont dit, il y a un besoin et ce besoin, c'est de créer un lieu qui permet de réunir différents aspects, aussi bien la culture, la convivialité, le faire ensemble, la formation, etc. Donc à partir de là est né un projet de médiathèque tiers-lieu. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que c'était réellement une volonté politique et citoyenne. Il y avait 2 options. C'était soit on partait sur un projet autour de la voirie. Voilà, il y avait un budget qui qui existait. Soit on partait autour d'un projet culture, donc avec cette volonté de dynamiser la commune et de prévoir quelque chose pour de nouveaux habitants, en fait, et recréer du lien. Donc, une vraie volonté politique et citoyenne. C'est pour ça qu'il y a eu une implication de la part des habitants. Il y a eu une réflexion qui a été collective, qui a été participative. Et la réalité, c'est que ce projet-là, il a pris quand même plusieurs années, quasiment 3 mandats, parce qu'initialement, ils étaient partis sur on a besoin d'un lieu de culture, donc on va créer une bibliothèque. La bibliothèque, ça rassemble les gens, etc. Et puis, à force de discuter, de voir ce qui se fait ailleurs, d'aller visiter aussi, ils se sont dit, tiens, les numériques se développent, on va peut-être partir sur la médiathèque. Ah, on a entendu parler d'une médiathèque 3e lieu, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être trop gros pour nous. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de discussions et au final, ce qui a été voté, c'est une médiathèque 3e lieu avec une implication d'habitants, donc de bénévoles. Un bâtiment était quasiment prêt puisque l'ancienne école publique n'était plus usitée. Donc, ils ont réhabilité le bâtiment, ils ont créé une embauche et il y a eu évidemment, ça c'est très important pour tout ce projet-là, un accompagnement de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Vraiment sur tout le projet, toute la création, comment penser ce bâtiment, qu'est-ce qu'on y met, pourquoi, à quelle fin. Et on a un projet qui a vu le jour en septembre 2015 et qui a été subventionné à près de 70%. Donc, comme tout projet, on a toujours plein d'idées, plein de valeurs, plein de choses qu'on veut mettre dedans. Pour nous, c'était donc une médiathèque pour tous, une médiathèque du faire ensemble, puisqu'on est une petite commune, donc autant réunir les gens. Une médiathèque éco-responsable, ludique et créative, accessible et inclusive. Donc, évidemment, tout s'est pas fait en un jour, hein. Je vais vous présenter quelques chiffres. C'est notre budget. Le budget de la médiathèque, c'est le même depuis le départ. Alors, je vous rappelle, on a une toute petite médiathèque qui fait à peu près 200 mètres carrés dans une commune de moins de 1000 habitants. Donc, le budget que je vous présente, il faut être réaliste, il est important pour une petite commune comme ça. Donc, on a l'équivalent de 7 000 €, on va dire, tout compris.
les acquisitions, les animations, enfin, vraiment les vernissages, tout compris. Ce budget-là n'a jamais changé depuis la création et il a été créé en partant du principe que la DRAC donne des conseils. Les conseils, c'est 2 € par habitant, donc on est à peu près 1000 habitants. On a 2 € par habitant, voilà. Les périodiques, 500 €, c'est souvent comme ça que ça se passe, enfin, nous, dans nos petites communes, en tout cas. Donc, en fait, on a juste suivi un petit peu les recommandations. Par contre, il y a eu un gros budget animation parce que l'idée, c'était pas de dynamiser que la médiathèque, c'était de dynamiser la commune. Donc, on a aussi énormément d'actions qui sont hors les murs. Donc, pour ça, il faut un budget. Et ce budget est le même depuis le départ. Je le reprécise parce qu'on pourrait demander plus, mais en fait, on a un fonctionnement qui fait que ça nous suffit largement et qu'on n'a pas besoin de plus. Par contre, on ne pourrait pas avoir moins. Donc voilà. Sinon, concernant le fonctionnement, eh ben, comme je suis toute seule avec 13 bénévoles, on n'a pas beaucoup d'heures d'ouverture. On est ouvert 12 heures par semaine. Ça, ce sont les ouvertures publiques classiques. À ça, on ajoute 8 heures d'accueil spécifique, donc qui sont des temps d'accueil hors ouverture au public. On a en moyenne des expositions tous les 2 mois. On a 391 inscrits par rapport au stade 2022, et puis 5878 prêts. Donc, c'est pas énorme, mais à notre échelle, c'est pas mal. Et puis, 30 animations. Quand je dis 30 animations, c'est des occurrences. C'est-à-dire que je compte pas toutes les animations qui se répètent tous les mois. Parce que là, on s'en sortirait pas. Donc, vous voyez, par exemple, la semaine dernière, on a eu l'équivalent de 7 propositions d'animation sur une semaine. Donc, on a des animations vraiment de manière très récurrente, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et donc, juste pour vous faire une idée de ce qu'est la médiathèque et de ce qu'on propose à la médiathèque, on part vraiment sur tous les panels, tous les domaines culturels, on va dire, et sociaux. Enfin, vraiment, on est très, très, très large. Donc, on va proposer aussi bien des projections du cinéma, des ateliers informatiques, tablettes, de l'initiation. On va proposer du jeu vidéo, du temps pour les aidants, du temps de solidarité, du temps éco-responsable, de création, de fabrication, des rencontres, des concerts, du troc, du jeu vidéo, du jeu de société, tout ce qui va être autour des grainothèques, du partage, de la convivialité. On développe aussi des fonds à destination des publics éloignés. Enfin voilà, on est sur quelque chose de très large. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu. Ça, c'est ces dernières semaines. Les contes peuvent se passer dans le jardin. On propose de la rencontre d'auteurs entre des publics. On crée de l'intergénération, en fait. On propose des ateliers qui vont être autour du tricot, autour des jeux de société. Vraiment, là, on a fait la fête de la musique la semaine dernière dans le jardin. Enfin, voilà, on est sur plein de choses très différentes. Ça change toutes les semaines et c'est assez dynamique et c'est ce qui plaît en fait aux habitants, c'est qu'ils se disent que dans une petite commune comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller très loin, ils ont la possibilité d'avoir des choses. Donc quitter la ville entre guillemets pour s'installer en milieu rural n'est pas forcément négatif puisqu'ils ont pas tout le temps besoin d'avoir recours à la ville entre guillemets. Par contre, ce que je précise, c'est que tout ça c'est possible parce que j'ai une équipe de bénévoles qui est très très dynamique en fait et qui fait toutes les permanences au public. Donc les 12 heures d'ouverture, à chaque fois, il y a 2 bénévoles sur des créneaux de 2 heures qui se relaient. Et ces temps-là, moi, me permettent justement de m'extraire de la médiathèque ou de travailler sur d'autres choses et de prévoir aussi ces animations-là. Voilà. Et puis, je vais vous montrer aussi un petit peu normalement, la vidéo, elle tourne, ça vous donne une idée de l'espace intérieur de la médiathèque. Donc, comme je vous disais, c'est une petite médiathèque hein, où on a essayé de créer des espaces, mais qui restent très ouverts parce qu'on veut qu'il y ait une fluidité, que les gens se voient, que les gens puissent se parler, puissent se rencontrer, et quel que soit leur âge. Donc là, vous voyez, c'est la bande d'arcade. Je ne sais pas si on est à peu près au même niveau de diffusion, mais l'espace jeu, tout est ouvert. Donc pareil, pour la politique d'acquisition des jeux vidéo, il y a toute une réflexion parce que ça reste ouvert et c'est accessible à tous, quel que soit l'âge. Une salle d'expo, là, on vient de passer devant l'accueil qui est central au niveau de la médiathèque. On est obligé de passer par l'accueil pour rentrer. Et puis notre super jardin dont on profite à fond dès qu'on peut. Donc voilà, petite médiathèque de 200 mètres carrés.
mais où on essaie de proposer une multitude de choses avec mon équipe. Et donc, je vais vous parler de 2 composantes clés. On va d'abord commencer par l'accueil et comme disait Cédric, ensuite on fera une petite pause pour des questions. Donc, ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà, l'accueil, il y a toute la théorie qu'on connaît tous. L'accueil va dépendre de la taille de l'établissement, de l'environnement, des missions, des publics qu'on vise. Et tout ça, c'est inscrit dans le projet d'établissement, dans ce qu'on a pensé initialement, etc. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, on se rend compte que dans la théorie, enfin dans la réalité, eh ben, l'accueil, c'est purement de l'humain. Donc, ça dépend de nous, ça dépend du jour, de ce qui s'est passé le matin quand on est arrivé, de ce qu'on a envie de faire, de l'âme qu'on a envie de donner à la médiathèque et du temps qu'on souhaite y consacrer, de ce qu'on a envie que les gens retiennent aussi de ce qu'est ce lieu-là ou de ce qu'il n'est pas en fait. Et nous, dès le départ, dès la création de la médiathèque, on est parti sur une envie d'avoir un accueil très important, personnalisé pour chacun. Donc voilà, chez nous, les bénévoles sont très impliqués aussi dans cette dimension-là de l'accueil. C'est pour ça qu'ils sont à chaque fois 2 sur les permanences pendant 2 heures, parce qu'il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Ce qui permet à l'autre bénévole de pouvoir être en conseil, en orientation, en plein de choses, et ça tourne. Mais en gros, à chaque nouvel arrivant ou futur abonné ou juste un visiteur, il va y avoir une visite de la médiathèque, il va y avoir la découverte des différents espaces et la présentation des services sur place et en ligne. On informe aussi, bien évidemment, sur tous les outils qui sont à disposition parce que comme on ne voulait pas créer de lieux fermés, par exemple, nos outils numériques sont tous nomades. On a des tablettes, on a des ordinateurs portables, des choses comme ça, mais on n'a pas de salle informatique, on n'a pas d'ordinateur fixe et un endroit où on peut juste être en atelier de travail. On rappelle aussi que c'est pas parce qu'on passe la porte de la médiathèque qu'on doit s'inscrire. On peut profiter de tous les services sans être inscrit. Alors, c'est classique, on le sait tous. C'est un droit, la culture, c'est un accès pour tous. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent que faut payer quelque chose. Mais non, donc on le rappelle. Donc il y a des gens qui repartent sans s'inscrire, mais qui reviennent très régulièrement. Parce que c'est aussi ça, le but, c'est qu'ils viennent. Et bien évidemment, alors nous, on aime bien boire des cafés, boire du thé, donc on leur propose toujours de s'installer dans le café participatif pour passer un temps avec nous, pour discuter, une fois qu'on a fait la visite des espaces. S'ils n'ont pas le temps, on ne les oblige pas, hein. On fera ça la prochaine fois quand ils passeront. Mais ce temps-là, en fait, d'échange, de discussion avec eux autour d'un café, dans le jardin quand il fait beau, ou dans la médiathèque, il permet de savoir qui sont ces personnes-là qui viennent d'arriver, si elles ont des besoins, si elles ont des compétences aussi, parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec nos habitants pour qu'ils animent des ateliers dans la médiathèque, en fait, pour qu'ils soient acteurs de la médiathèque. Donc, ce temps-là, il nous permet de présenter la médiathèque, son fonctionnement, et de leur dire, vous devez, si vous le souhaitez, en tout cas, mais ça serait bien, être acteur. S'il y a des choses que vous maîtrisez, partagez-les avec nous. S'il y a des choses que vous voulez maîtriser, on peut essayer de faire en sorte de proposer, quoi. Et c'est vrai que ça prend du temps. Quand on fait visiter la médiathèque et qu'on fait tout ça, ça prend pas 10 minutes, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, parce qu'on se rend compte que les gens sont contents d'être accueillis. Et du coup, ils nous le rendent aussi. Et donc là, vous pouvez voir une petite photo qui a un fil de compétences. C'est sur ce petit fil qu'on note ce que les gens nous ont dit ou qu'ils notent eux-mêmes, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, c'est ce qui nous permet de mettre en place des ateliers partagés où ils sont soit où ils reçoivent la demande, soit où ils la proposent et donc où ils animent et transmettent ce qu'ils savent faire. Et donc, cet accueil, il est voilà, en fait, porter un intérêt vraiment très particulier à l'accueil permet d'humaniser le lieu et donne envie, en fait, de revenir. Enfin, nous, c'est ce qu'on constate à notre échelle, en tout cas. Je reprécise bien, hein, c'est à notre échelle parce qu'on est tout petit. Nos abonnés et nos fréquentants, on va dire, parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui ne sont pas abonnés, on les connaît par leur prénom, on sait ce qu'ils vivent, on sait comment ils vont, et donc on se renseigne aussi sur comment ça va, etc. Donc ça permet de rendre le lieu accueillant, chaleureux, c'est souvent ce qui ressort, c'est pas des mots que moi j'ai envie de mettre en étiquette sur la médiathèque, c'est les mots que les abonnés et que les fréquentants
nous disent qu'est-ce que ça fait plaisir, ce lieu il est très chaleureux, enfin c'est voilà, ça rend la médiathèque, ça lui donne une âme, on va dire. Et ce qui est très important, c'est que cet accueil, il est renouvelé et à chaque fois, parce que la première fois, on fait connaissance, mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est plus faire connaissance, enfin, c'est plus juste, une accroche, c'est vraiment apprendre à connaître la personne dans ce qu'elle est et cetera. Donc cet accueil va changer, va être évolutif en fonction aussi de ses besoins. Et puis, bien évidemment, on limite au maximum les contraintes. C'est tout est possible. Enfin, on explique toujours aux gens que tout est possible. Alors évidemment, on sait bien que tout n'est pas possible, mais pour l'instant, on s'est rarement retrouvé confronté à des demandes ou à des propositions qu'on n'a pas pu, honorer, en fait. Donc je reviens sur cette théorie là, sur cette histoire de théorie et de réalité. Heu, c'est important que cet accueil soit vraiment permanent, à chaque fois, en fait. Parce que le besoin de chacun est vraiment différent. On en a certains qui ne viennent pas du tout pour le livre, qui viennent, pour boire un café, qui viennent pour tricoter, qui viennent pour se former, qui enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes envies, les mêmes besoins et c'est à ça qu'on souhaite que la médiathèque, elle réponde. C'est aux besoins qui diffèrent en fonction de chacun. Donc voilà et là, je crois que si, j'ai pas été trop longue, Cédric, je crois qu'on s'arrête là. On est dans un timing parfait, Sarah. Merci beaucoup pour cette première présentation. Alors, on a quelques petites questions. La première vient de Madeleine Mallet, donc dans la vallée Orne-Odon, qui nous demande si la question du label Espace de vie sociale de la CAF s'est posée pour cette structure, pour votre médiathèque. Eh ben non, pas du tout. Ça s'est pas posé pour nous parce qu'on va travailler sur la dynamique sociale avec une approche un petit peu différente parce qu'il y a, ce label-là est plutôt développé, enfin plutôt pris, on va dire, du côté de Rennes, qui a, beaucoup plus de monde. En fait, moi, je suis, tous les temps d'accueil de ce type-là, autour du social, je suis un peu toute seule. Mes bénévoles interviennent un peu moins là-dessus et donc et la mairie, alors c'est un petit peu les limites du troisième lieu aussi, donc c'est intéressant comme question. C'est que la municipalité est très contente de la dynamique qui est mise en place dans la médiathèque et de tous les domaines qu'on touche. Mais il y a encore certaines choses, par exemple, où ils se disent c'est peut-être pas tout à fait le rôle d'une médiathèque. Donc, et à côté de ça, quand ils voient aussi ce qui s'y passe, ils se requestionnent. Donc en fait, la réflexion de développer encore plus cet aspect social et d'adhérer à des labels de ce type-là est en cours. Mais là, clairement, c'est pas le cas parce que voilà, les mandats aussi changent et en fonction des équipes qui prennent place, c'est pas forcément les mêmes envies, les mêmes idées. Donc on est aussi dépendant de ça. Donc Ok. j'espère que j'ai répondu à la question. Mais il y a toujours on essaie, nous, dans notre dynamique interne de programmation, on est très libre. Ça, c'est quelque chose qui est assez magique. La municipalité nous fait confiance. On fait vraiment tout ce qu'on veut avec notre budget, avec nos actions. Mais il y a encore des idées où les équipes municipales, pour certaines choses, vont se dire ça, est-ce que c'est vraiment notre rôle? Ça, on devrait le faire. Pourquoi on le fait pas? Enfin voilà, il y a voilà. Ok, merci Sarah. Deux autres questions qui convergent du coup sur la question de la politique tarifaire. Est-ce que en gros les animations, l'inscription sont gratuites? Première question. Et il y a deux sous-questions. Est-ce que vous recevez des habitants d'autres villages? Et des questions plus techniques. Quelle est la surface totale du bâtiment, l'extérieur? Et une autre question sur les publics, les tranches d'âge. Donc, hop, pardon, c'était mon timing. Pardon. Donc la première question, déjà, la gratuité, la politique tarifaire, comment ça se passe chez vous? Alors la médiathèque, l'accès à la médiathèque, enfin l'abonnement, il y a un abonnement qui est de 10 €, qui a été, décidé par, la première équipe municipale et qui n'a jamais changé. Donc on a beau avoir développé des fonds et rajouter donc la ludothèque, rajouter des fonds spécifiques et adapter, le prix reste à 10 €. Par contre avec, ça c'est la bonne nouvelle parce que, on travaille avec l'équipe depuis, quelques années, on œuvre pour la gratuité. Hem Mais c'était pas passé, on va passer gratuit en fait là. Grâce au réseau qui arrive, donc ça c'est la super nouvelle. Le réseau nous apporte, cette carte unique et cette gratuité. Voilà.
Sinon, la médiathèque fait 200 mètres carrés. Tous les espaces sont ouverts. Comme je disais, l'idée, c'est de créer une fluidité et que les gens puissent se voir. Donc, c'est un parti pris. On ne peut pas réellement s'isoler. Mais c'est pas forcément ce qu'on propose, du coup. Et j'ai pas retenu toutes les questions. Je vais vous aider, Sarah, pas de souci, ça fait 4 questions en une, ça fait beaucoup. C'est plutôt sur les publics, entre guillemets. Est-ce que vous recevez des habitants d'autres villages? Ça, c'est la première question. Est-ce que du coup, la sous-question, c'est est-ce qu'il y a une politique tarifaire différenciée? J'imagine aussi. Alors là, je m'arrête là, puis je vous pose la dernière ensuite. Il y a une politique tarifaire différenciée, c'est 12 € pour les habitants hors commune. On reçoit des habitants de toutes les communes autour de l'Andujan. Donc, et même un peu plus loin, en fait. Et, donc, ils sont pas majoritairement abonnés, par contre, parce que, comme on disait, 200 mètres carrés, petite bibliothèque, on a un fonds de à peine 5000 livres. Sachant que dans ces 5000 livres, il y en a 2000 qui appartiennent à la médiathèque départementale parce qu'on a créé quand même la structure en partant de zéro. Donc, on a 7 ans aujourd'hui, donc il faut du temps pour développer les fonds. Et donc, automatiquement, nous, on ne challenge pas sur le livre, entre guillemets, dans le sens où, à 7 km d'ici, il y a Montauban de Bretagne qui a un fonds de 30 000 livres. Donc les gens, s'ils viennent à la médiathèque, c'est pour toutes les animations, les actions. Donc là, on avait la fête de la musique samedi dernier dans le jardin. On a eu pas loin on a eu 70 ou 75 personnes. Il y en avait 50% des communes voisines. Mais ils ne sont pas forcément abonnés. Par contre, on les voit de manière récurrente à nos animations, à nos propositions. C'est ça, c'est la politique qu'on met en place, c'est que il y a ce qui a été voté au départ, on n'est pas gratuit. Mais en fait, toutes nos actions, toutes nos animations, que ce soit une projection de film, rencontre avec réalisateur ou une fête de la musique ou quoi que ce soit, c'est gratuit, c'est accessible à tout, où qu'on soit et d'où qu'on vienne. Ok, Voilà. merci, c'est très précis. Merci, Sarah. L'autre question, enfin, je vais les relier. Est-ce que vous avez une vision des tranches d'âge qui fréquentent la médiathèque? Et l'autre question, c'est plutôt sur les scolaires. Est-ce qu'il y a une école à Landujan? Et si oui, est-ce qu'il y a des liens avec l'école, quoi? Il y a une école à Landujan, mais c'est une toute petite école. C'est une école privée. On a les petits de 2 ans et demi à 7 ans, sachant que donc ça fait toute petite section jusqu'à CP, sachant que CP C20, sachant que des C20, j'en ai que 7. Ils viennent tous les mois à la médiathèque pour plein d'activités différentes. Et par rapport au public qu'on touche, on a une diversité de public qui est assez intéressante. C'est justement ce dont je parlerai tout à l'heure dans l'accessibilité. C'est qu'on touche aussi bien des seniors, des personnes en situation isolées, par exemple, empêchées, en situation de handicap, que des ados, que des jeunes enfants, que des familles. On a vraiment une diversité de publics qui est très chouette et très intéressante, mais c'est parce qu'on travaille dessus depuis 3 ans maintenant, en fait. Et vous avez une vision de la répartition un peu tranche d'âge, CSP, tout ça, ou pas tout à fait sur la globalité de la fréquentation? Alors, CSP, clairement, ça fait partie des choses qu'on ne demande pas. Nous, on ne remplit pas ces cases-là. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas le but, puisque justement, on veut que ça soit pour tous, qui qu'on soit. Donc, par contre, la commune de Landujan était plutôt vieillissante, mais là, elle est plutôt rajeunissante, donc plus dynamique. On a beaucoup de familles, c'est-à-dire des parents qui vont avoir entre 30 et 45 ans et des enfants qui vont avoir entre 0 et 15 ans. Et puis sinon, beaucoup de seniors. La répartition exacte en pourcentage, je vous avoue que j'avais pas prévu cette question, donc j'ai pas fait le pourcentage pour aujourd'hui. Donc désolée, j'ai pas. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on a un peu de tout et donc on peut mettre en place des animations intergénérationnelles en fait très très régulièrement. Et on touche des ados. C'est important, on touche des ados. J'ai du coup à la fois un témoignage et un questionnement de Camille Grenier et je pense que ce serait intéressant, Camille, si vous m'entendez, que vous puissiez prendre la parole pour porter votre cas et la mettre du coup en discussion pendant quelques minutes avec Sarah. Camille, vous m'entendez? Il faut que c'est bon là ou? Oui, on vous entend, il n'y a Ah pas de souci. d'accord, d'accord.
Oui, alors du coup, bonjour. Alors moi, je voulais juste vous livrer mon témoignage. Nous avons la chance cette année, donc la médiathèque est dans une commune de 5 000 habitants et on a la chance, on va être rééquipé et la médiathèque va être équipée et réaménagée et donc c'est évidemment l'occasion de mettre en place un vrai projet de service. Donc on a 8 bénévoles et la municipalité voudrait se tourner, sur, le même concept que le vôtre, hein, vraiment un tiers-lieu, sur la commune où les personnes, auraient plaisir à venir passer un moment, tout simplement, échanger, participer à une activité. Le livre ne serait plus le centre, hem, le seul centre d'intérêt, hein, du public, sauf que je suis bloquée moi parce que mon équipe ne voit pas l'intérêt de sortir du livre, en fait. En termes d'animation, pour elles, ça reste, le livre. Donc du coup, je leur avais évoqué les ateliers tricot, dont j'avais entendu parler plusieurs fois, mais il faut voir, on m'a répondu: «On n'est pas un centre social». Donc du coup, moi, je suis bloquée et c'est vrai que c'est assez frustrant quand même, parce que sans monopoliser vous voyez, si j'ai pas l'équipe derrière moi, je peux pas faire des miracles, hein, donc du coup, qu'est-ce que vous leur diriez vous? Que je pourrais leur dire pour, essayer de les convaincre, en fait? Alors, je suis assez d'accord avec vous. Si vous n'avez pas l'équipe avec vous, ça ne marchera pas. Nous, notre force, c'est mon équipe de bénévoles. Ça, Mmh. c'est clair. Je sais qu'il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup de bibliothécaires qui valident pas forcément, la place des bénévoles, ou l'implication des bénévoles dans les structures, mais en fait, c'est du cas par cas et pour moi et pour nous, c'est primordial. Ouais, Qu'est-ce que ouais. je leur dirais? Honnêtement, initialement, quand on a créé la médiathèque, oui, le livre, était au cœur de tout, parce que c'est comme ça, c'est vu, traditionnellement, comme ça, en fait. Sauf que, avec les bénévoles, enfin moi, c'est comme ça que j'ai amené les choses. C'est que, en fait, non, le livre est pas au cœur de tout. Le livre, c'est un super outil. Et il faut utiliser le livre comme support, comme outil pour avoir accès, en fait, à d'autres choses. Donc on part pas du livre, on part de ce qu'on veut faire, donc des publics qu'on veut toucher, on part des animations qu'on veut mettre en place pour Mmh. ensuite on utilise le livre. Donc en fait, pour moi, il faut prendre, faut prendre le fonctionnement dans l'autre sens. Mettre le livre au milieu, ça sert à rien. Par contre, utiliser réellement le livre comme un outil et comme un support, c'est ce qui va aussi valoriser, en fait, le livre. Oui. Mais donc permettre de toucher, plus de monde. Faut bien dire aux gens que enfin et à vos bénévoles, du coup, les gens, quand ils viennent pas que pour le livre. S'ils voulaient que du livre, ils ont pas besoin de vous, en fait. C'est ça. Mais l'atelier tricot, par exemple, j'ai vu leur tête, c'était la stupéfaction générale. C'était vraiment, j'ai bon, alors, L'at voilà, l'a l'atelier tricot, nous, on l'a mis en place, alors que moi ouais. je suis convaincue, moi. Mais Ça vient pas de moi, l'atelier tricot, ah, il y a plein de choses qui viennent pas de moi, en fait, dans la médiathèque. c'est ça qui est Ça bien. vient des habitants. Donc ça Mmh. veut dire qu'il faut dire, aussi à vos bénévoles que, les besoins des habitants, faut les écouter. Et là, nous, ce qui s'est passé, bon, c'est un truc de dingue, hein, je m'attendais pas du tout à ça pour l'atelier tricot. Parce que comme vous, j'en entends parler dans les médiathèques depuis toujours, ça fédère, ça marche du feu de Dieu. Et puis en fait, moi, je j'arrive pas à le mettre en place, ça marche pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une abonnée qui est venue nous voir et qui nous a dit: «Là, il y a les boîtes solidaires qui vont se mettre en place». Alors pour ceux ou celles qui savent pas ce que c'est, à la fin de l'année, il y a des associations, qui collectent des boîtes solidaires, qui sont des boîtes dans lesquelles on retrouve un petit truc chaud, un petit truc bon, un petit truc, culturel, un petit truc d'hygiène et cetera, pour tous les gens qui sont, démunis, qui sont sans rien et qui vont se retrouver tout seuls à Noël, en fait. Qui sont soit en foyer, soit en situation d'errance, soit isolés et c'est redistribué. Et du coup, cette dame m'a dit: «On pourra peut-être pas faire des boîtes solidaires. Par contre, est-ce qu'on peut essayer de dire aux gens: "Tiens, on collecte juste des boîtes à chaussures" et essayer de mettre en place un atelier où, ceux qui veulent, il y a pas d'obligation, peuvent venir tricoter à la médiathèque, on fait une collecte aussi de laine et d'aiguilles, et D'accord. voilà». Et donc nous, on n'a rien mis en place, j'ai fait une affiche qui disait que ceux qui le voulaient pouvaient venir se réunir à la médiathèque le mercredi après-midi, pour tricoter. C'était en octobre
depuis, encore aujourd'hui, encore hier, tous les mercredis après-midi, il y a des gens qui viennent, ils n'ont pas besoin de moi. Alors du coup, je me suis mise au tricot, c'est génial, j'avais jamais fait d'écharpe. J'ai fait ma première écharpe l'année dernière. Mais voilà, en fait, je joue le jeu aussi, je m'y mets, ça crée des discussions, parfois ça met du temps, parfois ça n'en met pas. Enfin, mais en gros, c'est venu d'une volonté extérieure. Et donc, les bénévoles, bah, il y en a plein qui tricotent pas et qui n'ont pas envie, mais au final, ils ont maintenant, à chaque fois qu'ils viennent faire leur permanence, ils voient qu'il y a du monde pour Oui. ça. Et donc, ça les intéresse et ils voient le côté lien social qui est Ouais. hyper chouette. Donc, il faut que ça vienne de l'extérieur aussi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr. Merci. Camille, merci à vous, Camille. On va prendre juste une petite dernière question. Camille, juste pour savoir, vous êtes dans quel territoire? Dites-nous le département. Département de la Loire. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci. Petite dernière question avant de passer à la seconde séquence d'Aurélia Lebrèche, du coup, qui pose une question sur la communication. Comment la communication sur les animations est-elle réalisée? En fait, ce qu'on vient de. Donc, c'est l'affiche sur la porte de la médiathèque, finalement. Alors, la communication, en fait, c'est moi qui m'occupe de toute la communication de la commune et de la médiathèque. Donc, c'est moi qui crée tous les supports de communication, qui met tout en ligne et qui diffuse tout sur les différents sites, sur la page Facebook, donc sur les réseaux sociaux, sur les sites de la médiathèque et de la commune, et des affichages aussi aux autres bibliothèques, parce qu'on envoie aux autres bibliothèques ce qu'on fait, on affiche au bar, parce qu'on a un bar, donc on travaille aussi avec eux. Et donc, la communication, oui, on n'arrête pas de communiquer. Il y a une newsletter aussi qui part tous les mois, qui dit ce qui va se passer. Et il y a des rappels qui sont faits. Et en fait, réellement, moi, je fais des affiches très régulièrement, je diffuse en ligne très régulièrement. Et on s'est rendu compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est le parler, en fait. Donc mes bénévoles sont porteurs de notre communication et au départ, ils n'avaient pas du tout envie. Oui, mais Sarah, on ne sait pas faire. Enfin, comment tu veux? Et puis ça, on n'y connaît rien. Comment tu veux qu'on parle d'un atelier méké où on va travailler avec des petits outils là, on ne sait pas ce que c'est numérique, c'est pas notre génération. Oui, mais c'est pas grave. Allez, on en parle, tout ça. Et en fait, c'est le bouche à oreille, c'est la communication sur place, c'est le parler qui fait que ça fonctionne le mieux. Là, j'ai un exemple hyper concret. Hein, c'est mon logiciel, mon SIGB, en fait, me permet plus d'envoyer mes newsletters depuis 1 mois et demi. Donc, j'étais en panique parce qu'avec la fête de la musique qui est arrivée, avec toutes les animations qu'on avait prévues, je me suis dit, oh, je vais avoir personne, c'est pas possible. Et en fait, on a eu du monde parce qu'on en parle, on en parle. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'assimile à du harcèlement, c'est possible. Parce que je sais plus ce que je dis à qui, mais on en parle tout le temps. Et les bénévoles se font aujourd'hui porte-parole de la médiathèque et ils sont très fiers d'être porte-parole de la médiathèque parce qu'il y a un retour. Donc voilà comment se fait la communication chez nous. Super, merci Sarah, c'est concret, précis. Du coup, on va passer à la deuxième partie parce que là, on a dressé un portrait quasiment idyllique de la médiathèque de Landugent, mais vous êtes dans un questionnement permanent et dans une recherche critique permanente. Et en fait, vous m'avez dit hier, quand on a préparé le webinaire, en fait, on touche énormément de gens, mais on touche toujours finalement les mêmes que dans tout le cadre de politique culturelle, voilà, donc une sociologie type bien identifiée. Et vous êtes posé la question de chercher à aller rejoindre d'autres personnes avec d'autres stratégies. C'est la séquence du coup qu'on va ouvrir maintenant, si vous êtes d'accord. Et je vous laisse repartager votre support. Hop, c'est parti. Effectivement, comme vous venez de le dire, on pensait parce que tout fonctionne bien, qu'on était accessible pour tous quand même. Parce que les faits, c'est aussi un petit peu les chiffres. Hein, c'est le public est présent, la fréquentation est super bonne. On a toujours eu des chiffres intéressants, quoi. Les retours sont hyper positifs, mais en fait, on touche qui? On touche les gens qui sont intéressés par le livre, les gens qui savent lire, les gens qui aiment ça. Et en fait, au final, la réalité, c'est qu'on touche les gens qui n'ont pas besoin de nous pour avoir accès au livre. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout accessible à tous les gens qui en avaient besoin ou qui ne savent pas qu'ils en ont besoin, mais à qui ça peut apporter quelque chose. Et donc, on s'est demandé comment on allait faire et comment les repérer, parce que sur le territoire, ils existent, mais on ne sait pas qui ils sont. Et donc, on a réfléchi à définir une stratégie avec mes bénévoles. Alors, je dis mes bénévoles, excusez-moi, mais c'est l'habitude, mais ils ne sont pas à moi, avec les bénévoles.
Et cette stratégie, c'était déjà peut-être regarder un petit peu ce qui se passe sur notre territoire et quelle structure on peut avoir et du coup quel public on peut avoir aussi et comment travailler avec eux. Parce que j'ai beau avoir envie de travailler par exemple avec les détenus, dans ma commune, enfin dans la commune dans laquelle je travaille, il y a pas de prison, donc j'ai pas de détenus, donc j'ai beau avoir plein d'idées, ça marchera pas en fait. Donc il faut vraiment que je m'adapte à mon territoire et ça, c'est mon territoire. Donc on a Landugent qui est au centre et Landugent, comme je vous disais, il y a vraiment pas grand-chose. J'ai une école, donc c'est super parce que, ils viennent et ça, c'est chouette. J'ai des bénévoles, des habitants, mais ce ne sont pas des structures et des établissements avec lesquels, je peux mettre en place des choses, un maillage partenarial et du coup, sur mon territoire qui est, la communauté de communes, avec, Saint-Marc-Montauban, il y a 17 communes, on va dire. J'ai, des médiathèques, 14 médiathèques, j'ai 2-3 EHPAD, j'ai des écoles, j'ai des CCAS, services jeunesse, et voilà. Voilà ce que j'ai et puis sinon, en dehors, donc plutôt qui dépend du département, il va y avoir, l'agence départementale, des structures d'insertion, professionnelle, Livre et Lecture en Bretagne, des MFR, et le CLIC. Ça, c'est les structures avec qui on travaille majoritairement et principalement et qui nous permettent réellement de toucher des publics très diversifiés. Parce qu'on se rend compte que, un petit peu chaque structure, va avoir, son public et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que, on est déjà allé à la rencontre de moi, j'ai envoyé un mail à tout le monde en disant: «Voilà, on a plein de choses, qui sont possibles, on peut accueillir, on peut animer, on peut venir aussi vous voir, on peut vous faire des propositions d'animation, on peut faire des siestes musicales avec les EHPAD, on peut faire des animations jeux avec» enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser? Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour voir, comment vous travaillez et comment on pourrait essayer de travailler ensemble? Donc on a rencontré, toutes les structures et puis là, on s'est rendu compte qu'on avait un panel, de publics, possibles, sur le territoire qui était énorme et donc par exemple, on travaille avec le CLIC, dont je vais vous présenter le projet tout à l'heure autour des aidants. La MFR, qui est, Maison Famille Rurale, qui est en fait la Rouvray, qui est un lycée agro. On travaille avec des lycéens, donc des ados qui ont entre 14 et 17 ans, qui n'avaient jamais mis, pour 80% d'entre eux, les pieds dans une médiathèque parce qu'en fait, ils sont, vraiment en vraie ruralité, ils sont 3 semaines par semaine en exploitation agricole, 1 semaine, par mois, à l'école. Donc enfin, c'est une dynamique complètement différente et c'est hyper intéressant de travailler avec eux. Enfin, sachant qu'ils partent du principe que le livre, c'est pas pour eux. Enfin voilà, donc on a développé plein de choses avec plein de monde, mais ça veut dire que, moi, je passe pas ma vie à la médiathèque. Je passe beaucoup de temps aussi à l'extérieur, en dehors et c'est là où mon équipe est magique parce que, pendant que moi je peux être dehors à faire des choses, à rencontrer des gens, à animer, des situations, des événements, des choses et mes bénévoles, ils font tourner la médiathèque aussi avec, les ouvertures au public. Donc, ce maillage, voilà, ça c'est le maillage partenarial. On y a travaillé pendant quelques temps. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a réellement une typologie de public, qui est hyper intéressante. Je vais vous présenter par exemple le dernier projet en cours, qui est, le projet autour du bullying. Alors, avec, donc on travaille sur l'inclusion numérique depuis longtemps, depuis quasiment l'ouverture de la médiathèque, dans le sens où, on a des ateliers informatiques tous les jeudis après-midi, que ce soit des ateliers tablettes, que ce soit des ateliers, informatiques, avec un ordinateur portable ou, que ce soit, des ateliers autonomes. Donc comme on est beaucoup dans le faire ensemble et dans le co-apprendre et la transmission, on part du principe qu'on ne va pas mettre à disposition, des apprenants un animateur à chaque fois. Donc, on met la médiathèque à disposition, ils peuvent se retrouver le jeudi après-midi sans animateur pour co-apprendre,
ensemble. Donc, ils sont en autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis l'ouverture. Et puis, on s'est rendu compte que ce qu'on n'avait pas vraiment traité avec eux, parce qu'ils commençaient à être plutôt à l'aise avec l'outil informatique, les tablettes, à avoir de la connaissance, les clouds, les machins, ça commence à leur parler, donc c'est hyper chouette. Mais par contre, le jeu vidéo, ça reste très obscur. Mais les petits-enfants, ils jouent, en fait. Donc, il y a un besoin de comprendre ce qui se passe, ce que c'est, comment ça marche, etc. Et avec l'agence départementale, on a travaillé sur... Moi, j'avais envie de les faire jouer au bowling sur Switch. Donc, on a travaillé sur un projet de bowling sur Switch pour les plus de 60 ans. On a fait une demande de financement à la conférence des financeurs, qui est un dispositif départemental qu'on a ici, mais qui existe partout en fait, qui permet de présenter son projet et de dire un petit peu quel budget on veut pour faire quoi, dans quel but. Donc moi, j'ai demandé que de l'équipement. J'ai demandé des sous pour pouvoir acheter des Switch, du matériel, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une Switch qui soit à la médiathèque et qui puisse servir aux habitants et aux gens qui gravitent autour de la médiathèque pour qu'ils puissent découvrir la Switch, qu'ils puissent jouer ensemble, etc. Et une Switch qui soit justement prêtable aux autres structures, médiathèques qui ne sont pas équipées, ou EHPAD, ou résidences de seniors autonomes, ou toute autre structure qui aimerait bien proposer ce genre de choses, mais qui n'a pas forcément les moyens de s'équiper, qui a peut-être une hiérarchie en fait, qui ne comprend pas l'intérêt d'acheter une console de jeux vidéo pour un EHPAD ou des choses comme ça en fait. Et en fait, on a eu la chance d'être subventionné à 100%. Et depuis 6 mois, on a les EHPAD qui ont commencé à jouer à la Switch. On a donc la Maison Helena, qui est une résidence de seniors autonomes, qui s'est mis aussi à jouer. On a des médiathèques qui sont intéressées pour rejoindre le projet pour certains abonnés. On a des partenaires privés qui viennent faire découvrir leurs produits et qui sont sponsors de l'événement, parce que là, on a organisé un tournoi en fait la semaine dernière, et donc on a eu 14 joueurs, une trentaine de personnes qui étaient là pour supporter les joueurs et tester. On a eu aussi des jeunes gens en insertion professionnelle qui sont venus s'affronter, défier les seniors. Enfin, c'était rigolo, ça a créé de l'intergénération. Enfin, voilà, ce projet-là, il a mis 3 mois à être mis en place. Il a créé une dynamique entre plein de partenaires du territoire. Et aujourd'hui, on a fidélisé des gens qui ont plus de 60 ans et qui ne trouvent pas que c'est complètement déraisonnable de s'intéresser à ça, et qui sont à l'aise et qui sont fiers aussi d'en parler à leurs petits-enfants et de dire « bah ouais, Mario Kart, j'ai vu, hein, on nous a montré tout ça, et puis moi j'ai joué au tennis, et puis aujourd'hui je fais des strikes ». Donc voilà, donc ça c'est un exemple de projet qui au final, à part beaucoup de temps, financièrement, nous a rien coûté, par exemple. Donc, c'est aussi ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'aides qui existent, qui peuvent permettre de porter des projets et de mettre en place des choses. Et ce projet nous permet de toucher différents publics. Et il y a un autre projet, donc ça, on est vraiment sur l'inclusion numérique, sur le jeu vidéo, sur... voilà. Et l'autre projet dont je voulais vous parler, ah oui, bah, ça, c'est les photos justement au tournoi. Parce que pour faire ça bien, parmi nos partenaires, on a sollicité le cinéma de la commune voisine, qui est un peu la capitale du coin, on va dire. Et donc, le cinéma a été partenaire. On est allé au cinéma avec tout le monde. On a joué sur écran géant. Enfin, voilà, ça donne aussi de l'ampleur et ça donne un petit peu de poids à tout ça. Et puis, une remise des prix. Et puis, on a goûté des bons vins parce qu'on avait un apiculteur qui fait de l'hypocrase. C'est du miel, c'est du vin moyenâgeux. C'était super. Donc, tout le monde était très content. Et il y a de fortes chances qu'on reproduise le schéma pour l'année prochaine en multipliant un peu plus les partenaires, parce que là, ça serait bien que d'autres EHPAD se joignent à nous et surtout que d'autres médiathèques fédèrent autour d'elles des abonnés ou des habitants. Voilà. Et l'autre projet, donc là, plutôt aspect social, c'est l'aide en parenthèse. Alors, ce projet, il émane pas de nous, il émane du CLIC, qui a pour objectif d'accompagner toutes les personnes qui sont en demande d'accès aux droits et initialement qui ont plus de 60 ans, mais là, leur cible a un peu changé, ou les jeunes retraités, mais oui, la cible a un peu changé. Ils accompagnent un petit peu tout le monde qui a besoin d'accès aux droits, qui a besoin de faire des démarches d'accompagnement, de choses comme ça.
Et en fait, ils sont venus vers nous parce qu'ils ont entendu parler de notre lieu et qu'ils cherchaient un lieu convivial et sympathique pour mettre en place un temps pour les aidants. Donc ensuite, on a travaillé ensemble sur le principe. Et l'idée, c'était pas de remplacer un café des aidants comme il peut en exister à Rennes, pas très loin de chez nous. C'était de proposer un temps de répit à destination de ces aidants. Donc je rappelle que les aidants, ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à accompagner un proche, donc un conjoint, un enfant qui perd en autonomie, qui se retrouve avec une pathologie ou autre. Donc c'est pareil, c'est financé par la conférence des financeurs. Et donc nos partenaires sont le CLIC, des structures d'aide et d'accompagnement à domicile, parce que pour que les aidants puissent se déplacer et venir profiter d'un temps pour eux, entre guillemets, il faut qu'ils le fassent en toute quiétude. Et laisser un aidé tout seul à la maison, par exemple, c'est culpabilisant. Et donc, c'est pas possible. Donc, l'aidant ne se donnera pas le temps d'aller respirer, en fait, parce qu'il aura trop peur qu'il se passe quelque chose. Donc, en fait, travailler avec des structures qui peuvent mettre à disposition un soignant ou quelqu'un pendant 2-3 heures un après-midi à domicile pour dégager du temps pour l'aidant, pour que l'aidant vienne, c'est important. Et des prestataires privés, parce qu'à chaque rencontre, donc ça a lieu tous les mois. Tous les mois, on a un temps à la médiathèque. Et là, on leur propose de rencontrer soit quelqu'un qui fait de la sophrologie, soit un psychologue, soit un hypnothérapeute, soit un coach de vie, de l'art-thérapie. Enfin voilà, on propose plein de choses très différentes, de la socio-esthétique, donc vraiment un soin pour soi, etc. Et ça marche très bien. On a commencé il y a 4 ans maintenant. On avait 2 personnes. Et puis en fait, ça marche bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous voyez, hier, mardi, j'étais en atelier des aidants. Et en fait, j'avais 10 personnes qui étaient là, qui venaient pour rencontrer une psychologue. La psychologue n'est jamais venue, mais on a passé un moment d'échange et de discussion, de questionnement vraiment autour de toutes les problématiques de chacun qui étaient hyper denses et hyper intéressants. Donc, il y a un vrai besoin et on fidélise. Et là, comme il y a très peu de propositions sur le territoire de cet accompagnement social, en fait, là, moi, j'ai des gens qui viennent vraiment de partout et qui font 40 km pour venir. Donc, j'ai très peu de monde de Landujan. Sur les 10 qu'il y avait hier, je dois avoir 2 personnes de Landujan et tous les autres, c'est d'autres communes. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce projet autour des aidants. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Complètement ça, on est tout à fait dans le timing et du coup, ce qu'on observe, c'est que finalement, pour mener ces projets essentiels de maillage, de coopération avec d'autres acteurs au bénéfice finalement d'autres personnes pour justement les intégrer dans cette dynamique de votre médiathèque, il faut du temps. Il faut du temps pour que vous soyez dégagé, que vous puissiez travailler et faire ce travail de maillage, du coup. Et du coup, la question qu'il y a derrière, ce sont des questions qu'il y a dans le chat, justement par rapport à votre équipe bénévole. Je voyais tout à l'heure donc une question sur la définition des rôles des bénévoles. Est-ce qu'il y a finalement une charte du bénévole chez vous? Est-ce qu'elle est co-construite avec eux, par exemple? Et est-ce qu'ils gèrent aussi l'acquisition de documents? Alors, ça a été une volonté de ne pas faire signer de charte aux bénévoles. Parce que justement, comme je disais au départ, l'idée, c'est de la même façon qu'on essaye de créer aucune contrainte pour les futurs abonnés ou pour les gens qui viennent à la médiathèque, je n'en crée pas pour mes bénévoles. Donc, le deal, entre guillemets, qui a été créé, c'est qu'ils participent à toutes les permanences. Donc, ils s'engagent sur toutes les permanences. J'envoie un framadate tous les mois et ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent comme ils veulent, à la fréquence qu'ils veulent, tant que toutes les plages horaires sont prises. Par contre, je ne les oblige pas à participer aux animations, à faire de l'intendance, à faire des choses comme ça. Et en fait, ça marche très bien parce que ça veut dire que s'ils souhaitent venir en tant qu'habitants à une animation, ils viennent en tant qu'habitants. Mais, alors, ils ne font pas d'acquisition, mais ils font de l'équipement.
pas tous. Certains apprécient de faire de l'équipement, donc me demandent à faire de l'équipement. Mais c'est pareil, ça faisait partie des choses où, initialement, je ne leur avais pas imposé et je leur impose toujours pas. En fait, ils font vraiment ce qui leur plaît, entre guillemets, et ce dans quoi ils se sentent bien. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des lycéens de seconde et de CAP agro, par exemple. Moi, j'ai 2 bénévoles qui sont intéressés par ces ados et qui m'accompagnent à chaque fois qu'on va au lycée pour des interventions, des animations, et à chaque fois qu'ils viennent ici pour des temps, j'ai 2 bénévoles qui sont avec moi, qui ont envie de participer à ce projet-là. Pour la résidence de seniors autonomes, c'est pareil. J'ai une bénévole qui s'est positionnée en disant moi j'aimerais bien participer à ce que tu fais là-bas, parce que en fait j'ai des amis qui habitaient l'An-du-Jean et qui maintenant vivent dans cette résidence de seniors autonomes. Ça me permet de garder du lien et puis en plus de leur apporter quelque chose. Donc en fait le portage le portage à domicile, il est géré uniquement par les bénévoles. Donc en fait mon organisation, elle se crée aussi autour de la leur, on va dire. Mais on est très complémentaires. On a réussi à trouver une dynamique qui fait que je leur impose pas grand-chose. Par contre, quand je suis pas d'accord et quand je suis pas contente, ils le savent. Et en règle générale, on va discuter, il va y avoir de l'argumentation, et puis en fait, ils vont comprendre que c'est pas contre eux, que c'est juste qu'à un moment donné, on est aussi un service public et il y a des choses qu'il faut qu'on respecte. Donc, on peut pas faire tout comme on veut, on va dire. Mais non, il n'y a pas de charte, j'ai pas de petit tableau où ils cochent ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent pas faire. Il y a juste un planning, ils s'inscrivent comme ils veulent, et s'ils veulent participer à des animations, ils participent. Par contre, quand ils s'engagent sur quelque chose, ils s'engagent. C'est-à-dire que pour la MFR, les bénévoles qui sont engagés, ils participent toute l'année. Pour la résidence autonome, ils participent toute l'année aussi. Voilà. Donc, ils sont là à tous les rendez-vous. Pour les EHPAD, j'ai aussi quelqu'un qui aime bien venir et donc qui vient à tous les rendez-vous avec les EHPAD. Pour les aidants, par exemple, c'est juste pas possible parce qu'on est aussi dans le secret, entre guillemets. Ce qui est dit sur ces temps-là ne doit pas sortir de la médiathèque, les gens se livrent. Donc là, il n'y a que l'intervenant et le clic et moi-même qui puissions être sur place, en fait. Les autres ne peuvent pas. Pour les écoles, j'ai 2 bénévoles qui viennent aussi à chaque rencontre. Ça marche. Il y a encore du coup 2 questions sur les bénévoles, Sarah, et avant de passer au sujet plus lié au projet que vous venez de présenter. Le profil des bénévoles, quel est-il? Est-ce que ce sont des habitants de la commune, des retraités, des actifs? Et l'autre question, c'est est-ce que vous auriez finalement estimé ce que ça représente, le travail des bénévoles, en équivalent temps plein? Les bénévoles sont majoritairement des habitants de la commune. Je dois en avoir 2 qui sont hors commune. 1, 2, 3 qui sont hors commune. Ouais, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Ils ont à peu près, j'ai des jeunes actifs, enfin j'ai des actifs, mais qui sont proches de la retraite. Sinon, j'ai majoritairement des retraités. Je n'ai pas d'ados en bénévole encore. Et sinon, dans le rapport stat, on met que c'est l'équivalent d'un 0,3. Donc sur la semaine, ils viennent. Donc en gros, ouais, ils font réellement les 12 heures d'ouverture semaine. C'est Ok. vraiment ça. Parce que toutes les autres rencontres où ils viennent, donc ils sont tous c'est jamais le même bénévole. Enfin, sur la maison Hélène, enfin sur la résidence de seniors autonomes, c'est un bénévole bien précis et c'est un rendez-vous par mois. Sur les écoles, c'est 2 rendez-vous par mois, donc et c'est pas les mêmes bénévoles en fait. Donc ça donne par rapport à un ETP, un 0,3, on va dire. Ok, merci Sarah. Du coup, je reviens plus précisément sur les projets que vous venez de présenter. Et une question de Fanny qui nous dit jusqu'où va le rôle finalement de la bibliothécaire dans le social? Comment ne pas se mélanger dans les casquettes? Et bien là, c'est toute la question de ce qu'est un tiers-lieu ou pas, et de ce qu'on veut y mettre ou pas.
Donc après, moi je pars du principe que les médiathèques sont en perpétuelle évolution, qu'elles doivent aussi être le reflet de la société dans laquelle on vit, et donc c'est-à-dire impliquer tout ce qui intégrer en fait toutes les évolutions, toutes les problématiques qu'il y a. Et on se rend compte que la question de l'isolement, du lien, du social est quand même de plus en plus prégnante dans notre société, et qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là. Dans des petites communes où le seul lieu qu'il peut y avoir, c'est une médiathèque, et ben peut-être que c'est à la médiathèque de prendre ce rôle-là. Si on regarde les missions, elles évoluent. Elles sont plus du tout les mêmes qu'avant. Si on regarde nos fiches de poste, notre poste, c'est pareil. La question, elle me fait penser un petit peu à... Moi, j'ai des collègues dans d'autres structures qui étaient complètement contre l'arrivée des numériques, en fait, dans les bibliothèques. Donc moi, ça me fait penser un peu à ça aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on doit intégrer des ordinateurs? Pourquoi est-ce qu'on doit accompagner les gens dans leur démarche? Pourquoi est-ce qu'on doit répondre aux besoins quand ils savent pas forcément faire quelque chose, et que nous, on pourrait avoir la compétence, ou en tout cas faire en sorte d'avoir quelqu'un qui pourrait les aiguiller? Bah, du coup, je me dis, au final, nos structures, elles servent aussi à ça. Alors, encore une fois, elles servent à ça à partir d'une certaine échelle. C'est-à-dire que ici, à Landugent, voilà, je répète, il n'y a pas grand-chose. S'il y a besoin d'un conseil, s'il y a besoin d'un accompagnement, les gens sont soit obligés de prendre leur voiture, soit ils sont bloqués, en fait. Donc le lieu ressource, entre guillemets, c'est la médiathèque. Donc voilà. Donc oui, les missions changent énormément. Après, on a envie d'y adhérer ou pas, on trouve ça logique d'y adhérer ou pas. Je pense que pour l'instant, ça dépend réellement de chacun. Nous, dans notre cas, on a décidé de mettre en place un tiers-lieu qui répond aux besoins, où le champ des possibles est vaste, voire illimité. Ça rentre dans le cadre. Merci Sarah. Et du coup, j'ai un commentaire et une question de Philippe Henry, que je salue au passage du coup. L'action déborde donc largement le territoire de la commune. Est-ce que les autres collectivités territoriales impliquées participent à la médiathèque, y compris sur le volet financier? Alors, non, pas financièrement. Par contre, dès qu'on fait des projets qui peuvent effectivement déborder, on propose à toutes les médiathèques, si elles le souhaitent, de participer. Parce qu'on est plus fort ensemble. Alors, c'est bateau, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Parce que ça permet aussi un flux entre les structures. Ça permet de faire découvrir ce qui se passe à droite et à gauche. Donc c'est hyper intéressant. On ne propose pas la même chose dans nos médiathèques. Donc travailler ensemble, ça permet de faire découvrir autre chose. Donc on leur propose, et quand ils sont disponibles, en règle générale, ils participent. Et après, comme je disais, on essaye aussi de devenir médiathèque un peu ressource, donc on prête aussi énormément notre matériel aux autres structures quand elles ne peuvent pas participer avec nous. On leur met à disposition, que ce soit la bande d'arcade, que ce soit tout ce qu'ils veulent, en fait. Des lots de jeux de société, parce que tout le monde n'a pas, on va dire, comme je vous disais, on a quand même 3 000 € de budget d'animation et 2 000 € de budget d'acquisition. Donc nous, on fait beaucoup de choses, et on développe aussi des fonds, donc quitte à développer, et puis il y a les subventions qui nous aident beaucoup à développer aussi des fonds spécifiques et adaptés, et donc autant en faire profiter la majorité, en fait. On n'en a pas besoin H24, donc voilà, ça tourne. C'est justement lié à la dimension finalement intercommunale de ce réseau informel finalement. Vous nous disiez tout à l'heure que le réseau intercommunal de lecture publique chez vous n'est pas encore formalisé. Il est en travail, mais il n'est pas encore formalisé. Il y a plusieurs questions derrière ça. Il y en a une qui vient d'être postée par Madeleine Mallet. Du coup, c'est avec ce futur réseau, est-ce que vous serez tête de réseau ou un autre fonctionnement est-il prévu? Et moi, finalement, ma question, c'était la même. Comment vous envisagez l'avenir de votre médiathèque dans le contexte de ce futur réseau et qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui et qui se passera peut-être mieux demain? Alors clairement, on ne sera pas tête de réseau. On est beaucoup trop petit pour ça. Et en fait, moi, j'ai déjà plus de temps dans mon agenda pour intégrer
de nouvelles choses. Donc, ce qui est bien avec ce futur réseau, c'est on travaille ensemble réellement. On a créé ce réseau, il est pensé collectivement. Il y a des comités et des groupes de travail qui ont été mis en place. On a évoqué, donc tout est voté au-dessus, bien évidemment, mais les comités techniques, etc., ont vraiment été écoutés et on a beaucoup travaillé ensemble. Donc, on respecte aussi, c'est ce qui va être, normalement, c'est ce qui est prévu, c'est que l'identité de chacun soit respectée dans ce futur réseau, mais clairement, non, on ne sera pas tête de réseau parce que de toute façon, on est même sur le territoire, on n'est pas forcément au bon endroit, etc. Et puis, ça ne nous intéresse pas. Donc, et pour le fonctionnement, exactement qui sera prévu, il y a de fortes chances que ce soit une des deux grosses communes de la Comcom, donc soit Saint-Main, soit Montauban-de-Bretagne, Saint-Main-le-Grand ou Montauban-de-Bretagne, qui soit tête de réseau parce qu'ils ont plus de ressources financières, ils ont plus de ressources aussi en agents. Ils sont, voilà, c'est des communes de 5000 habitants avec des équipes constituées, donc plus à même d'être tête de réseau. Et nous, notre implication dans le réseau, ce qu'on a dit, c'est qu'à partir du moment où on nous laisse, on nous freine pas sur notre dynamique, tout va bien. Qu'on peut retenir aussi, c'est que vous n'avez pas attendu l'institutionnalisation finalement de ce réseau intercommunal pour coopérer aussi avec les autres médiathèques de votre territoire. C'est ça aussi qu'on peut mettre en avant, enfin, ce que vous disiez sur le prêt de matériel notamment, mais il y a quand même un réseau informel, non, qui existe déjà entre vous. Il y a un vrai réseau informel qui existe entre nous depuis plusieurs années et en fait qui est paradoxalement né du confinement. Donc, il a fallu qu'il y ait le confinement pour qu'on mette en place tout un travail ensemble, les bibliothécaires, qu'on crée des groupes de travail pour pouvoir proposer à tous les habitants de la Comcom des ressources, des animations, des expositions, etc., malgré ce confinement. Et du coup, depuis Covid, on travaille ensemble alors qu'il n'y a pas de réseau. Donc oui, c'est pour ça, je pense que le fait qu'il y ait un réseau informel qui existe depuis quelque temps fait que il y a eu un petit coup de pression pour que ce réseau se mette réellement en place avec une coordinatrice embauchée. Et là, on voit vraiment un réseau qui arrive, donc c'est hyper chouette. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un projet de recruter quelqu'un pour coordonner ce réseau à terme à l'échelle de l'intercommunalité, c'est ça? Il y a une coordinatrice qui a été recrutée. Ok. Donc, d'où les groupes de travail, les groupes techniques, etc. Parce qu'il y a eu une embauche, il y a une réflexion, il y a un cahier des charges qui est défini. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, là, tous ensemble, toutes les bibliothèques, tous les maires. Donc, ça avance et ça va être chouette. Ok, merci Sarah. Alors du coup, là, j'ai plus de questions dans le chat, mais moi, j'en ai une ou deux quand même que j'avais sous le coude et j'aimerais bien vous poser. La première, c'est que bon, c'est un effet un peu comme, mais vous avez reçu le prix de la petite bibliothèque en 2022, je crois, enfin, si la mention est correcte. Et quelque part, finalement, qu'est-ce qui a favorisé cette forme de reconnaissance, selon vous, par rapport au travail que vous menez à l'échelle de l'Andujan et au-delà? Donc effectivement, on a participé au Grand Prix des bibliothèques organisé par Livre Hebdo en 2022. Je vous conseille de participer, c'est hyper intéressant parce que qu'on soit primé ou qu'on soit pas primé, en fait, ça permet de faire un vrai bilan de nos actions sur 1 an. Parce que ce qu'il faut envoyer dans les différents dossiers, c'est votre activité en fonction d'une thématique, mais vraiment sur l'équivalent de 10 mois. Donc ça vous donne, enfin voilà, ça donne vraiment ce bilan de ce qui s'est passé, comment, ce que ça a fédéré, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Donc nous, on a participé en se disant que quoi qu'il se passe, au moins ça me faisait des documents à donner à mes élus qui voyaient un petit peu comment on fonctionnait, donc c'était bien. Et puis pour mes bénévoles, ça donnait aussi un schéma global de ce qui s'était passé sur 1 an. Et c'est très intéressant. Et nous, ce qui a fonctionné, on a participé au prix de l'animation, au prix de l'accueil et au prix du service innovant et de la petite bibliothèque. Et en fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est l'ambiance
c'est la convivialité, c'est le lien, c'est le côté très humain de la médiathèque, c'est ce cocon en fait qui réunit plein de gens et qui fait qu'il y a une dynamique qui marche, qui fonctionne en fait. Et, et ça les a touchés parce que ils ont vu qu'on faisait plein de choses, etc. Mais au-delà de la dynamique, ce qu'ils ont vraiment trouvé intéressant, c'est la multitude de publics qu'on peut toucher et la convivialité qu'il y a au sein de la médiathèque et ce côté très fédérateur et implication des bénévoles et des habitants. Parce que je vous parlais de mon budget de 3 000 euros. En fait, j'ai pas besoin de plus parce que j'ai beaucoup de choses qui sont animées par les habitants et donc qui me coûtent que le matériel et qui me coûtent pas un intervenant. Et du coup, c'est vrai que bah, la médiathèque, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les habitants se mobilisaient pas, en fait. La Grénothèque, elle est née d'un habitant. Les ateliers tricot sont nés de 2 habitants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui naissent grâce aux habitants, en fait. Et c'est ce qu'ils ont repéré, en fait, dans les dossiers. Parce que mes bénévoles étaient présents partout et les habitants étaient présents partout aussi. Voilà. Merci Sarah. Petite question du coup, avant de conclure, un petit retour en arrière. Je reviens sur la dimension intercommunale puisqu'il y a une question qui a été posée à l'instant. Quand vous rentrerez dans ce futur réseau, est-ce que vous resterez bibliothèque municipale ou pas? Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, oui. C'est l'idée. C'est ce qui a été pour l'instant voté. Très Il y a des bien. éléments communs pour tous, un travail en réseau clair, mais normalement, on reste chacun, tous bibliothèque municipale. Entendu. Du coup, on arrive à un petit mot de conclusion. Sarah, du coup, est-ce que vous pourriez nous partager finalement ce que vous avez, vous, appris de cette expérience finalement à la médiathèque de l'Indulgent et qui pourrait être utile à d'autres professionnels qui travaillent dans des configurations comparables? Qu'est-ce que vous en tirez finalement comme enseignement et comme finalement point de repère? Alors, travailler en médiathèque tiers-lieu, troisième lieu, hybride, autre lieu, chacun l'appelle comme il veut, c'est franchement hyper intéressant. Par contre, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la cohésion d'équipe, ça demande une équipe aussi. Je vous avoue que avoir un collègue ou une collègue, ce serait bien aussi. Parce que là, on fait plein de choses, mais on se retrouve limité par mon agenda. Comme je suis seule ETP, mais ce qui est très cohérent par rapport à la taille de la commune. Il y a un moment donné où je vais plus pouvoir, j'ai plus de plage horaire en fait disponible pour intégrer d'autres accueils, par exemple, parce que tout est pris. Et c'est vrai que c'est hyper formateur. Faut être un petit peu un couteau suisse. Ça, faut pas l'oublier. Et puis, non, c'est hyper riche. C'est hyper riche en rencontres, c'est hyper riche en échanges, enfin, en tout. Mon métier est passionnant. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je suis vraiment, ouais, c'est vraiment chouette. Et du coup, en fait, en conclusion, ce qu'on pourrait se dire, c'est quand même des éléments de posture à retenir, hein. C'est finalement la question de, me semble-t-il, l'accessibilité, non? Et finalement, la question du maillage, que finalement, votre dernière slide que vous aviez caché, mais que du coup, vous pouvez peut-être repartager si vous le souhaitez pour conclure votre intervention. Alors, au final, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que ça, c'est juste nous, notre façon de fonctionner. Par contre, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette ou de modèle type à reproduire, dans le sens où nous, on fonctionne comme ça par rapport à cette équipe-là que j'ai, qui est bien particulière, et par rapport à ce territoire, hein. Je rappelle, c'est très important. Et on peut pas tout faire, en fait. Tout se fait pas en un jour. On a travaillé sur l'accueil, mais en fait, je vous ai pas parlé de toute notre dynamique ludique et éco-responsable, mais qui se développe en parallèle de tout ça, mais tout doucement avec le temps.
parce qu'on a aussi fonctionné en fonction des besoins qui ressortaient. Et puis, on a aussi voulu contrebalancer d'autres choses qui prenaient trop de place. Mais l'accessibilité, c'est hyper important parce que pour toucher un maximum de public et pour répondre un petit peu à tout ce qui se passe. Mais il faut... nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout se mettait en place au fur et à mesure. Voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, on prend le temps, on en développe tout le temps. Là, voilà, on continue sur l'accessibilité parce que ça nous permet de nous développer, mais on est aussi dans une grosse dynamique éco-responsable avec tout plein d'ateliers qu'on propose à nos habitants parce qu'il y a une vraie problématique avec la planète, donc comment consommer mieux, comment consommer différemment. Et ça, on l'intègre dans tout. On l'intègre dans le numérique parce qu'on a une dynamique sobriété numérique, on l'intègre dans les pratiques, dans les usages du quotidien, mais on l'affiche pas. Mais tout doucement, voilà, ça se met en place. Et donc en fait, c'est juste pour dire que c'est en perpétuelle évolution. Comme on le disait tout à l'heure, les missions changent tout le temps, les actions aussi. Et en fait, la médiathèque, elle est très différente de ce qu'elle était à l'ouverture parce qu'on l'a co-construit avec les habitants et avec les bénévoles tout du long, depuis toujours. Donc, elle sera peut-être encore très différente dans 5 ans. On verra. Très bien, merci Sarah, merci voilà, pour cette présentation. On va laisser la parole du coup à Clémence Hay. Clémence, du coup, on travaille ensemble depuis quelques mois et avec ton équipe, du coup, je me permets le tutoiement, Clémence, tu m'en excuseras. Non. Pour la refonte, la réévaluation du projet culturel de territoire. Peut-être quelques mots sur le monde des Avaloirs, Clémence, présenter un peu d'où tu parles, où tu es, et à quel point finalement ce qu'on vient d'entendre résonne, ou pas d'ailleurs, avec ce qui se passe chez toi. Je te laisse la parole, du coup, Clémence, et je coupe mon partage d'écran. Merci Cédric. Merci beaucoup Sarah pour votre intervention qui est effectivement très inspirante et qui vient abonder des questionnements, des réflexions que nous, on a sur notre territoire. Pour présenter le territoire, donc on est situé en Nord-Mayenne, à la limite de plusieurs départements et frontières avec une autre région, puisqu'on est en région Pays de la Loire, mais on est à moins de 10 km de la Normandie. Et on est aussi donc proche de l'Orne et de la Sarthe. On a un département, on est un département très actif. Effectivement, Cédric, tu l'as précisé, avec un fort soutien départemental des politiques culturelles. Donc ça, c'est une force pour nous aussi sur notre territoire. On est un territoire en déclin démographique, isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de chemin de fer, donc on est vraiment assez enclavé, voilà, avec une population très vieillissante, même si l'effet Covid nous apporte aussi quelques nouveaux habitants, mais ça n'est pas, ça remplace pas le déclin. Avec un premier projet culturel de territoire qui a été mis en place en 2019, avec déjà des questionnements sur la lecture publique et effectivement là l'accompagnement du LUCA et le diagnostic en cours nous amène vraiment à nous questionner sur notre réseau de lecture publique. Donc nous, c'est un réseau intercommunal qui date de la fusion de notre intercommunalité en 2014. Donc on a 4 bibliothèques avec agents et donc 4 TP répartis sur les 4 bibliothèques. Et 4 points lecture gérés par des bénévoles, avec aussi des bénévoles sur chacune de nos 4 bibliothèques avec agents. Donc nous, on a des problématiques de vieillissement des bénévoles, avec une problématique de non-renouvellement du bénévolat. Donc c'est très rassurant quelque part d'entendre que vous arrivez à avoir des nouveaux bénévoles et des gens qui s'impliquent. Après, de ce que je comprends dans ce que vous avez présenté, c'est que ça a quand même été un travail de longue haleine pour en amont sur plusieurs mandats de travailler sur ce projet en fait de bibliothèque tiers-lieu. Et effectivement, nous, il y a vraiment cette question en fait d'impliquer la population, d'arriver à mobiliser des nouveaux bénévoles, mais effectivement, c'est du temps long, c'est du temps aussi à passer pour les équipes, pour
convaincre, pour voilà, que les gens puissent avoir envie de s'impliquer dans ces réseaux et dans ces bibliothèques. Nous aussi, c'est aussi accompagner les élus dans cette construction et dans cette modification et modernisation, on va dire, de notre réseau. À savoir qu'effectivement, nous, on en est déjà conscient et c'est remonté dans le cadre du diagnostic. On a des lieux qui sont vieillissants, qui ne sont pas forcément adaptés aux pratiques des collègues, des bénévoles et aux nouveaux usages des publics. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a une volonté politique de revoir et de remoderniser ces lieux. Mais effectivement, c'est aussi, en fait, ça c'est l'emballage, on va dire. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces bâtiments et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme chose aussi et comme mission, en fait, autour du livre. Donc, ça rejoint tout à fait nos questionnements, hein, que le livre peut être, entre guillemets, un prétexte et on peut développer d'autres actions. Ça, c'est déjà des choses qui sont faites par les équipes, hein. On travaille avec les ressources du territoire. Donc, voilà, il y a des interventions qui se font sous forme d'ateliers. Alors, ce n'est pas forcément des ateliers tricot, mais avec les compétences, on a des auteurs du territoire, on a des expositions. Voilà. C'était très intéressant, les projets que vous menez avec les différents publics. Nous, on a une action assez forte et concentrée sur le public scolaire, mais qui demande à être re-questionné parce qu'effectivement, c'est qu'une partie du public du territoire et avec effectivement une population vieillissante, ça questionne énormément de comment on va chercher ces publics-là et comment on, on les fait venir et on les peut-être soit en tant que bénévole ou soit lecteur, enfin, ça peut être même les deux du coup. Après, c'est pas facile de faire la synthèse parce que je me suis pris des petites notes du coup. Je sais peut-être un peu moins structuré que vous. Ce que vous dites aussi sur le fait que ça soit évolutif, ça c'est très important aussi que nous on en ait conscience et que les élus en aient conscience, c'est-à-dire qu'on peut écrire un projet à un moment donné, mais que l'objectif il est de le faire vivre aussi et de le faire évoluer en fonction des retours et puis voilà de la vie en fait du territoire. Voilà, moi je suis assez admirative, hein, de ce que vous avez réussi à mettre en place et de ce que vous décrivez. Après, j'imagine que voilà, tout n'est pas idyllique, mais voilà, ça donne très très envie d'arriver à justement avoir cette implication du territoire avec les agents. Alors effectivement, il y a des questions, hein, la question de la charte, vous y avez répondu. Ça, c'est des questions qu'on se pose nous aussi. Sur l'engagement des bénévoles, enfin voilà, ça c'est vraiment des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant, mais voilà, qui nous questionnent. Et en tout cas, sur aussi tout ce qui est, vous avez présenté en action hors les murs, ça c'est très très important parce qu'aujourd'hui, nous, on en fait, mais peu. Tout simplement pour des questions de temps et de disponibilité. Mais ça, vous l'avez expliqué, hein, que vous, c'est le fait que vous ayez un tissu de bénévoles actifs qui vous permet de développer tous ces à côté. Et ça, c'est très important voilà, d'avoir cet exemple-là, même si effectivement, tout n'est pas reproductible à l'identique, évidemment, puisqu'il faut s'adapter à chaque territoire. Il va falloir qu'on digère votre intervention. Nous, on avait déjà rencontré aussi d'autres projets, hein. Notamment, on avait été visiter la bibliothèque de Saint-Aubin-de-Pavaille, hein, qui a aussi un autre exemple, mais voilà, qui nous avait aussi été très inspirant. Et après, c'est voilà, avoir les clés pour mettre ça en place. Et ce que je retiens aussi, et ce qui me conforte un peu dans ce que j'imaginais ou des réflexions qu'on avait pu avoir, c'est vraiment le côté humain en fait de la chose, et qu'effectivement travailler avec des bénévoles, ça demande énormément de temps et qu'on ne peut pas faire les choses voilà, à la va-vite ou par des formulaires. Et puis également sur le temps d'accueil, hein, des publics, avec vraiment se donner le temps de la rencontre, etc. Ça, c'est de ce que vous avez expliqué, ça le conforte et ça conforte aussi ce que nous, on peut défendre auprès des élus, hein. On a tous
des questionnements sur les ressources humaines, sur les moyens humains. Hein, ça, enfin, j'imagine que tout cela, c'est des questionnements qu'on peut avoir avec nos élus et c'est des fois difficile en fait de justifier ou de défendre le maintien ou l'ouverture de postes voilà, sur du temps de TP. Et voilà, ça, ça, ce que vous avez décrit là, ça nous donne aussi et ça nous conforte dans le fait que il faut vraiment prendre du temps aussi pour développer ces actions. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter, parce que voilà, on est encore en construction hein, sur les enjeux, sur les PCT, de notre PCT. Mais effectivement, il faut comment dire, une fois que notre PCT va être construit, on sait qu'il y a un enjeu sur l'écriture d'un schéma territorial de la lecture publique. Donc, voilà. Et j'ai bien entendu aussi qu'il y avait l'écriture d'un projet qui reste théorique et qu'après, bien évidemment, il y a la réalité. Et en plus, nous, on a un territoire de 26 communes qui est très étendu avec des réalités territoriales qui sont différentes. Et on n'a pas de commune centre, donc on a 4 grosses communes. Après, c'est des toutes petites communes. Donc, il faut aussi qu'on s'adapte à chaque situation et le projet d'une bibliothèque ne sera pas forcément celui d'une autre, aussi en fonction du bassin de vie, du territoire, du fait qu'il y ait une école, pas d'école, pas de commerce, enfin, comme vous l'avez dit, effectivement. Voilà, donc je vous remercie vraiment parce que c'est très riche comme témoignage et voilà, ça nous donne plein d'idées et plein de perspectives pour mettre des nouvelles choses en place et pour aussi, j'imagine, pour nos équipes, pour proposer aussi des nouveaux projets. Merci Clémence, merci pour cette réaction à chaud. Pas évidente, on le sait bien, mais c'est aussi le jeu de ce temps-là. Il est important aussi de pouvoir rebondir et de voir ce qui fait écho avec ton territoire. Merci pour ce mot. Du coup, on va bientôt clôturer ce webinaire. Sarah, un petit mot pour conclure avant de vous quitter? Oui, je réagis à ce que vous disiez. Il y a quelque chose du coup qui m'a, je l'ai sûrement pas dit, mais en fait parce que ça me semble essentiel, mais qui fait écho. En fait, c'est penser des nouveaux projets. En effet, le plus compliqué, penser ce qu'il va y avoir dedans, comment on va le réinjecter aussi au public, aux habitants, et comment ça va s'illustrer. C'est très bien, mais moi j'ai déjà vu des médiathèques qui ont un super bâtiment, qui ont une réhabilitation dingue, un budget super les 3 premières années, parce que comme ils ont eu des subventions, le budget il est tenu, et en fait au bout d'un moment ça s'épuise, et puis on diminue tout doucement le budget, des choses comme ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, peut-être la chance qu'on a qui fait que ça donne une image idyllique, mais c'est du boulot, c'est pas si simple que ça. C'est qu'on a une équipe municipale, même si elle change, qui continue à nous faire confiance et qui n'a jamais du coup réduit son budget en fait et l'investissement qu'il y a dans la médiathèque. Et c'est bien de créer un super lieu, mais s'il n'y a pas d'âme et si on se donne pas les moyens de créer une âme, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, c'est juste ça mon mot de la fin, c'est que une coquille vide, ça sert à rien. Elle a beau être magnifique et coûter très cher au départ, ça sert pas à grand chose. Donc il faut que l'investissement il reste réel et à tous les niveaux, financiers, mais humains aussi, mais financiers aussi en fait. Donc voilà, c'est comme ça que je pense que ça peut fonctionner, et c'est aussi ça qui fait que même si c'est pas facile tous les jours, ça fait quand même plaisir. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Sarah, pour votre temps, pour la qualité de la préparation de votre intervention. C'est important, et en tout cas, merci d'avoir pu partager ce projet ce matin avec nous. Du coup, on va clôturer le webinaire. On a normalement l'habitude de finir à l'heure. Il est 12h02, donc on a 2 minutes de retard. Je vous prie de nous en excuser, mais on est à peu près dans les clous, n'est-ce pas? Vous dire, avant de vous quitter, notez la date, le 4 juillet prochain webinaire de Lucas, du coup en partenariat avec la communauté de communes du Mont des Avaloirs. C'est le 4 juillet à 11h. Sur une thématique un peu transverse. Alors, pour tout vous dire, on n'a pas encore le titre, mais ce sera l'idée de faire le lien entre art, culture et transition écologique. Voilà. On vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci à Sarah, merci à Clémence et son équipe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.